Alors, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, on en a parlé un petit peu à l'instant, la ligne économique de François Hollande. Mais là, vous revenez sur le logiciel économique de François Bayrou. Oui, et peut-être avec une question d'actualité, parce que le monde vit en ce moment une crise financière majeure. On est au bord de quelque chose de très grave. Les marchés boursiers se sont effondrés la semaine dernière. Certains pensent même que la crise pourrait être pire que celle de 2008. Et 2008, ça a été 34 millions de chômeurs dans le monde. Ça a été des récessions partout, une envolée de la dette, etc. Donc, on voit en même temps une classe politique qui est totalement muette sur le sujet. Alors est-ce que ça veut dire que cette classe politique est totalement déconnectée de cette réalité économique? Monsieur Barré, vous m'accorderez que je n'ai jamais pensé que la crise était finie. Alors que mes collègues, d'un bord et de l'autre, pensaient que ça y est, la reprise était là, la croissance était là de nouveau, même petite, mais qu'elle était là, et puis qu'on en était sorti et que on s'était tiré très bien de la crise de 2008. Je n'ai jamais pensé cela. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Je parle sous votre contrôle, vous êtes un spécialiste. Ce que j'aperçois, c'est un renversement de la situation de la Chine. C'est 1,3 milliard d'habitants, de personnes, qui étaient jusqu'à maintenant, comme tout le monde disait, l'usine du monde. Et puis, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les choses changent et que leur modèle va changer, qu'ils ont augmenté les salaires et que tout d'un coup, la Chine se trouve devant une très grande difficulté. Cette très grande difficulté, elle a une conséquence immédiate, c'est la chute des matières premières. Et comme vous savez, vous avez expliqué 100 fois à vos auditeurs qu'il y avait au moins 5 zones dans le monde qu'on appelait les BRICS, le Brésil, la Russie, etc. Que cette immense zone du monde qui était en surgissement allait tout emporter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les matières premières. Or, la chute des matières premières entraîne la chute des BRICS. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que les banques ont dans leurs réserves énormément de placements qui sont fragilisés, ne serait-ce que par le pétrole, par la chute du prix du pétrole. Nous la vivons à Pau, où nous avons le centre mondial de Total. C'est pas la même chose d'avoir un baril à $100 et un baril à $25. Donc à votre avis, on est au seuil encore d'une crise majeure aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un bouleversement de longue terme, de longue période. Et je ne vois pas que ça puisse s'arranger comme s'il y avait eu une incompréhension quelque part. Mais peut-être est-ce une vision trop inquiète, j'en sais rien. Alors est-ce que ce contexte complètement bouleversé que vous décrivez n'impose pas de changer fondamentalement notre logiciel économique en France, nous-mêmes, et vous-même, pour bien comprendre quelle est votre philosophie en matière économique et sociale? On a très bien compris, vous aviez fait campagne sur la dette qui était excessive, mais on a aussi un autre défi en France, on voit bien, c'est l'évolution de notre modèle économique et social, et notre modèle social tout particulièrement. Alors on voit que certains veulent avancer par petites touches, et c'est peut-être ce que vous disiez sur François Hollande, a-t-il vraiment changé de ligne ou pas? Et puis d'autres prônent des changements beaucoup plus radicaux, une voie plus libérale, disons. Alors vous situez où, là, entre ces deux thèses? Je ne crois pas à la rupture brutalissime en temps de crise. Je ne crois pas. Ça, c'est pour Fillon. Pas seulement. Comme vous savez, j'ai de l'amitié pour François Fillon. Je peux être en désaccord avec lui. J'étais en désaccord avec lui quand il était très dirigiste avec Philippe Séguin. Et je peux être en désaccord avec lui le jour où il devient thatchérien. Tout ça, c'est... j'essaie, moi, en tout cas, de garder une ligne qui soit compréhensible. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vais vous donner des exemples de choses que je refuse et de choses que non seulement j'accepte, mais que je recommande et que je souhaite. Je refuse la baisse du SMIC. Mais on peut imaginer que pour ces salaires-là, les charges soient tellement arasées, conduite à zéro ou presque, que le coût pour l'entreprise, le créateur d'emplois, soit plus faible. Mais
en ligne générale, je refuse la baisse des salaires. Pourquoi? Parce que la baisse des salaires, c'est entrer dans un processus déflationniste dont on ne se tirera pas. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce que je recommande, pour aller dans votre sens, moi, je pense qu'il faut qu'on touche au contrat de travail, au code du travail, et qu'on arrive à traiter cette question que François Hollande a approchée lors de sa conférence de presse, mais sur laquelle il ne fera rien, parce que ça fait des mois et des années qu'il ne fait rien, qui est la peur des créateurs d'emplois de ne pas pouvoir mettre un terme au contrat de travail quand ça va mal. Donc il faut faciliter les Quand vous créez une entreprise, que vous embauchez quelqu'un, vous n'êtes pas sûr que ça marche. C'est pas faciliter les licenciements, c'est prévoir ce qui se passe en cas d'interruption du contrat de travail à l'avance. Que le créateur d'emplois, je désigne Bernard Sananès, il vient de créer une entreprise qui marche très bien, mais tout le monde a suivi. Et donc, il a créé cette entreprise. Il n'est pas sûr que ça marche sur le long terme. Or, créer un emploi de manière durable et pérenne, si vous avez au-dessus de vous l'épée de Damoclès de l'impossibilité d'interrompre le contrat de travail, et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être actif, proactif, comme on dit dans votre monde et dans votre langage. Est-ce qu'il faut un contre-choc fiscal, comme le prône Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un ras-le-bol fiscal? Est-ce que vous ressentez si on peut, c'est mieux, à condition de le financer. Parce que prévoir un contre-choc fiscal, comme on dit, c'est-à-dire une baisse des impôts importante, c'est mieux, mais il faut le financer. Ou en tout cas, si on ne le fait pas, on retombe dans les déficits de grande largeur, sans avoir changé l'état du pays, la capacité du pays. Et donc, de ce point de vue-là, cette question de comment finance-t-on les cadeaux fiscaux, c'est la question qui se pose. Mais je crois en effet que la fiscalité n'est pas adaptée, et notamment pas adaptée à ceux qui créent des richesses. Vous affichez cette proximité avec Alain Juppé. Quand il parle du chômage, par exemple, et de réformer les indemnités de chômage, il explique qu'il faudra mettre de la dégressivité, mais le moment venu. Quand il parle de rapprocher les retraites du public et du privé, il dit que ça doit être fait, mais à terme. Et tout est un petit peu comme ça, c'est-à-dire il faut avancer, mais à pas compter, sans brutaliser la société française. Ça, c'est pour cette raison que vous êtes... Ça va être la mise en accusation d'Alain Juppé dans les mois qui viennent. C'est ça c'est ce que Nicolas Sarkozy a dit en fait entre les lignes. Je suis pas sûr qu'il faille faire les choses à petits pas, mais je suis sûr qu'il faut les faire avec un soutien de l'opinion assez large pour qu'elles ne tombent pas aussitôt. Moi, j'ai le souvenir du SMIC jeune. C'était un gouvernement dans lequel j'étais. Et puis on a décidé de faire que les jeunes gagneraient moins que le SMIC. Immédiatement, il y a eu une révolte des jeunes. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, assez fondée. Ça n'a jamais été appliqué. Donc il faut faire que des réformes consensuelles. On ne va pas avancer vite. C'est compliqué. Il faut faire des réformes qu'on puisse suffisamment expliquer, qu'on ait suffisamment argumenté aux yeux de l'opinion, et sur laquelle on puisse trouver un socle de soutien assez large. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'avec le système de camp contre camp contre camp, puisque maintenant il y a 3 camps dans lesquels nous sommes, on puisse s'en sortir. Et donc il est très important d'avoir quelqu'un à la tête de l'État qui soit en situation de s'adresser, y compris à ceux qui ne sont pas de son camp, vous comprenez ?